Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Bienvenue sur Pause Virale. Bonsoir à tous, moi c'est Edgar. Nous voici aujourd'hui avec Benoît et Jérôme. Benoît et moi, on appartient tous les deux à l'équipe des Dessous de la Santé. C'est une chaîne YouTube qui s'intéresse particulièrement aux inégalités sociales en santé. En cette période de crise sanitaire, on a décidé de lancer un stream qui s'appelle Pause Virale, quasiment tous les jours de 19h à 20h, où on explore à chaque fois des thèmes différents. Ce soir, grâce à Jérôme, qu'on va présenter tout de suite après, on s'intéresse aux livreurs et aux livreurs dans cette situation particulière. Jérôme, peut-être tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Jérôme Pimaud, j'ai été livreur chez Take It Easy et Deliveroo entre 2015 et 2016. Et puis j'ai cofondé ensuite le CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris, qu'on appelle le CLAP, voilà, pour continuer à défendre les livreurs, même si j'étais plus livreur, et être un petit peu porte-parole, disons protégé, parce que je risquais plus de me faire virer. Voilà, donc on a créé le CLAP en 2017 et on n'a jamais arrêté parce que comme il y a eu de plus en plus de problèmes, on n'a jamais arrêté parce que comme il y a eu de plus en plus de problèmes, on n'a jamais arrêté parce que comme il y a eu de plus en plus de problèmes, on n'a jamais arrêté parce que comme il y a eu de plus en plus de problèmes, on n'a jamais arrêté parce que comme il y a eu de plus en plus de problèmes, on n'a jamais arrêté parce que comme il y a eu de plus en plus des livreurs auto-entrepreneurs, est-ce que aussi des livreurs salariés, quels sont un peu les trois grands axes que le CLAP défend, lesquels ce seraient ? Alors déjà, le CLAP ne s'occupe que des livreurs. On a dû procéder à un petit arrangement linguistique avec notamment les médias pour que quand on parle des livreurs, on parlait que des livreurs auto-entrepreneurs sur des plateformes, Deliveroo, Uber Eats, Foodora à l'époque, Glovo, tout ça. Et les coursiers, on va dire que c'est les gens qui sont salariés des petites et moyennes entreprises de coursiers classiques comme on voit depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, il y a d'un côté les coursiers, on va dire salariés, et pour parler d'une catégorie de travailleurs bien précis qui sont les auto-entrepreneurs, on parle des livreurs. Ok, d'accord, pas de souci. Et donc, il y avait plusieurs questions dans la question. Ouais. C'est principaux que défend le CLAP. Alors le CLAP défend des revendications qui sont des revendications de tarifs déjà. On voudrait des tarifs qui soient beaucoup plus éthiques que ce qu'ils sont maintenant, parce que depuis 4 ans, les tarifs se sont cassés la figure. On est passé à 4 ans. Il y a 4 ans, pour une même course, on était à 7,50 et maintenant, pour une course typiquement Paris-Centre, une course assez courte, on est à 2,60, entre 2,60 et 3 euros. Donc on voit qu'il s'est passé des choses. Donc évidemment, on a des revendications sur les tarifs depuis 3 ans. Parce qu'on n'a pas la main sur le tarif, on est censé être nos propres patrons et c'est pas nous qui décidons des tarifs, on a juste le choix d'accepter ou de refuser une course, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on passe des fois plus de temps à refuser les courses. On a évidemment des revendications sur le statut. On aimerait bien que le statut de travailleur auto-entrepreneur soit cesse d'être abusé par les plateformes. On a vu qu'il y a différents combats juridiques qui ont porté leurs fruits, parce que déjà à l'époque, en 2018, un coursier Take It Easy s'était vu requalifié par la Cour de cassation son contrat. Donc la Cour de cassation avait expliqué que, oui, en fin de compte, le fait de travailler pour Take It Easy, avec les méthodes de Take It Easy, la gestion de Take It Easy, les sanctions de Take It Easy, c'était de la subordination. Donc,
que le gars était normalement devait être salarié. On a vu aussi le même cas chez Deliveroo en début d'année. Là, pour le coup, on en est qu'à la première instance des prud'hommes, donc la première instance au prud'homme, ensuite la deuxième instance, la cour d'appel, et la troisième instance, la cour de cassation, qui est la plus haute en France. Donc voilà, pour l'instant, Deliveroo a été requalifié. Un livreur Deliveroo s'est vu requalifié sur la base des mêmes choses que Take It Easy, c'est-à-dire que quand on travaille pour une plateforme avec ses méthodes, avec ses sanctions, on est subordonné. Donc on a donc cette revendication qui est que les plateformes nous donnent la liberté, la vraie liberté auquel doit avoir droit un travailleur indépendant. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis ensuite, le CLAP s'occupe de faire tout un tas de choses, normalement aussi de soutenir les actions. Quand il y a un groupe de livreurs à Paris ou en région parisienne qui a un problème, le CLAP met en place son réseau, que ce soit des réseaux militants, des réseaux de journalistes, des réseaux de politiques, des réseaux de chercheurs. Alors souvent sur une manifestation, ça va plutôt être des réseaux de journalistes pour un petit peu faire monter les revendications. Parce que à différentes époques, en 3 ans, on a vu qu'il y a des choses, des livreurs dans l'est de Paris, dans l'ouest de Paris, qui se soulèvent pour une problématique. Notre rôle au CLAP, c'est de faire monter ça pour que ça arrive dans les principaux médias. On l'a vu dernièrement cet été, notamment avec encore une fois une gronde des livreurs Deliveroo. Mais bon. Et là maintenant, on est sur le pont de cette fameuse crise du coronavirus et on est en première ligne, quoi. Même si Macron voudrait nous faire croire qu'on est en deuxième ligne, la première ligne, c'est le personnel soignant, la deuxième ligne, c'est les caissiers, les livreurs. Voilà, on est quand même en première ligne parce qu'on est dans la rue, on est en contact avec tout un tas de surfaces, tout un tas de gens. Donc voilà, c'était un métier dangereux. C'est un métier dangereux. Maintenant, c'est un métier hyper dangereux. Peut-être pour recontextualiser, si jamais dans les gens qui nous suivent, tout le monde n'est pas au clair avec ce qu'est la livraison en vélo. Peut-être que tout le monde n'y a pas encore accès et les modalités déjà de travail pour qu'ensuite on puisse comprendre les problématiques qui sont soulevées notamment dans le cas du coronavirus. Pour rappel, donc dans des entreprises de livraison, dans les plus connues, on peut citer Deliveroo, Uber Eats, Take It Easy qui était connu et depuis qui a fermé. Il y a longtemps qu'ils sont morts. Foodora ont fermé aussi la semaine dernière. L'année dernière, pardon. Et du coup, dans toutes ces entreprises, ils engagent. C'est là où il y a toute une ambiguïté. Ce sont seulement des personnes avec le statut d'auto-entrepreneur qui sont payées pour faire des livraisons de produits principalement alimentaires et qui sont payées avec des grilles tarifaires qui étaient au départ pour certaines à la course, d'autres à l'heure. Avec des primes qui ont pour certaines apparu et d'autres disparu. Est-ce que déjà sur ce point-là, Jérôme, tu as des choses à ajouter pour être sûr que tout le monde comprenne bien de quoi on parle et qu'on puisse développer par la suite? Ouais, c'est ça. En fait, on peut pas parler des plateformes sans parler évidemment de ce qu'on appelle l'ubérisation. C'est quoi l'ubérisation? Oh là, je te vois remuer les lèvres et je t'entends pas. C'est bizarre. Il y a un nom. Oui, il est possible. Ah non, je pense qu'il y a un décalage. D'accord. Donc on peut pas parler des plateformes sans parler évidemment de l'ubérisation. On a beaucoup parlé des chauffeurs VTC, les chauffeurs Uber dans les années 2015, 2016, 2017. On en parle encore, mais c'est vrai que sont passés un petit peu devant eux au niveau de l'opinion publique, au niveau des images, des médias, les livreurs, parce que si les chauffeurs VTC ont des problématiques, on va dire d'ordre social, d'ordre économique, la problématique des livreurs, elle est sociale et économique, et ensuite elle est aussi au niveau du danger du métier. On est payé à aller le plus vite possible, à aller le plus loin possible, et on est payé de moins en moins. Donc vous imaginez la pression que ça crée sur le dos d'un livreur, en plus de son sac, ce qui fait qu'en fin de compte, on parlait tout à l'heure de livreurs à vélo, c'est pour ça que beaucoup de livreurs sont passés déjà au scooter, ça évite les efforts. Ça permet d'aller plus loin et d'essayer de gagner plus dans la journée. Donc voilà, l'ubérisation, c'est quoi ? Le Larousse ou les dictionnaires vous diraient que c'est une disruption, donc en fin de compte, on va dire un décalage ou une perturbation liée, en fin de compte, dans un modèle économique. Une perturbation liée à un nouveau modèle technologique qui permet à un secteur d'activité de
d'être disrupté voilà, par la modernité, donc de mettre en face des nouveaux acteurs. On l'a vu avec les taxis, les chauffeurs Uber sont arrivés, les taxis, eux, avaient des règles, avaient des cadres très précis. Les chauffeurs Uber sont arrivés sans licence, sans rien, des fois même sans permis, et ont tout bousillé en faisant du dumping social parce que ça coûtait 2 fois moins cher de prendre un Uber que de prendre un taxi. Chez les livreurs, alors il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de grandes entreprises de livraison de bouffe, si ce n'est des pizzas, des sushis, mais bon, on avait le choix entre les pizzas et des sushis. Il n'existait pas d'entreprise de livraison qui livrait tout un tas de restos. Les plateformes sont arrivées, donc pour le coup, elles n'ont pas créé de concurrence, mais elles ont abusé de ce qu'on appelle le statut d'auto-entrepreneur, le régime d'auto-entrepreneur. Elles ont fait ce qu'on appelle, ce qu'il est commun d'appeler maintenant, suite au procès dont je parlais tout à l'heure, elles ont fait ce qu'on appelle du salariat déguisé. Le salariat déguisé, c'est de faire croire à un type à qui tu dis qu'il est indépendant, qu'il est libre, et qu'il est son propre patron, de le faire bosser comme un employé, un salarié, ce qu'on appelle en le subordonnant, c'est-à-dire en lui donnant des directives. À une époque, on était obligé chez Deliveroo de bosser avec les vestes Deliveroo, quoi. On était censé être nos propres patrons, mais il fallait porter la veste Deliveroo. Ils l'ont gentiment gommé du contrat parce que bon, on a montré que c'était un peu casse-gueule pour eux. Et donc voilà, on est sanctionné si on respecte pas le cadre, ce qu'ils appellent le cadre du service qualité. Donc voilà, faire croire à des gens qui sont indépendants et les faire travailler avec des mesures, on va dire, de salariat, et en plus en fixant soi-même les prix, sans que le revenu du livreur soit calqué sur un modèle type SMIC, un salaire minimum. Voilà, les plateformes, c'est elles qui font leur prix. Donc, quand elles décident de baisser les tarifs, on n'a que le choix ou d'accepter ou d'arrêter de travailler. Donc, c'est un choix quand même, c'est presque un non-choix. Et donc, l'ubérisation, c'est ça. On comprend bien donc, que le statut des livreurs, et donc précisons livreur qui est sur différents types de transports, est déjà un statut qui est hyper précaire, dont on est dépendant en fait seulement de sa capacité physique, parce que l'auto-entrepreneuriat sous-entend aussi que c'est le livreur qui va devoir payer lui-même ses cotisations, qui ne bénéficiera pas d'assurance chômage ou maladie de la part de son employeur. Est-ce que dans ce cas-là, qu'est-ce que là les mesures de confinement et le coronavirus impliquent en plus sur ce quotidien des livreurs? Qu'est-ce qui change drastiquement déjà dans le quotidien des livreurs? Et on verra ensuite sur quels sont les dangers qui arrivent en plus. Qu'est-ce qui change? Déjà, les livreurs, il y a 3 catégories de livreurs en ce moment. Il y a les livreurs qui sont paniqués, c'est-à-dire que oui, en effet, le virus c'est partout, il est invisible, et autant on apprend très vite sur la route à se méfier, à anticiper les piétons, les motos, les voitures, les camions, les bus, on apprend à le voir, tu vois. On regarde dans les reflets, on regarde à travers les pare-brises, dans tout un tas de trucs, on développe des stratagèmes très vite, hein, c'est de l'instinct de survie. Mais là, le virus, il est invisible. Et on ne sait pas, tu peux très bien serrer la main à un pote, à un voisin, et puis tu ne sais pas où il a été traîné, est-ce qu'il est contaminé, est-ce qu'il ne l'est pas. Dans un restaurant, c'est pareil, tu ne sais pas avec quel employé. Il faut se méfier de tout. Donc, il y a les livreurs qui ont décidé d'arrêter de travailler. Ils sont restés chez eux parce que souvent, la chérie ou les parents disent écoute, tu ne vas pas nous ramener de saloperie, donc le mieux, c'est que tu ne vas pas bosser. Donc, ils ne bossent pas. Il n'a pas de grosses charges au mois. Il n'a pas, par exemple, de loyer ou il travaille avec quelqu'un. Il habite avec quelqu'un qui a un salaire. Donc voilà, il arrive à survivre. Donc ça, le livreur qui reste chez lui. Il y a le livreur qui n'a pas cette sécurité. Pardon ? Pour préciser, le livreur qui reste chez lui, il n'a donc pas de salaire. Il n'a pas de revenu. On ne parle pas de salaire, on parle de chiffre d'affaires. On parle de chiffre d'affaires. Oui, attention. Il n'y a aucune rentrée d'argent et aucune aide qui est mise en place par les plateformes pour les livreurs qui décideraient de ne pas venir et de ne pas continuer le travail dans le cadre du coronavirus. Alors, par les plateformes, il n'y a aucune aide. Maintenant, par le gouvernement, on y reviendra tout à l'heure. Donc, je vais parler de la deuxième catégorie. Donc, il y a les livreurs qui ont très peur, qui restent chez eux confinés, et il y a le livreur qui n'a pas le choix, qui n'a pas d'argent, et donc qui est obligé d'aller bosser, avec la peur au ventre. Et donc, il va bosser, on l'a vu, il y a eu des reportages qui ont été faits ces derniers temps, il faut se badigeonner les mains toutes les 2 minutes de gel hydroalcoolique, si on en a, il faut porter des gants ou des masques, c'est super chiant parce que tu roules avec un masque,
ça fait de la buée. Si tu as des lunettes, par exemple, on a beaucoup de lunettes à vélo ou sur un casque de scooter. Donc voilà, c'est quelque chose qui vraiment au quotidien change complètement la donne, parce qu'avant, on s'était habitué à faire un travail, on avait des automatismes. Maintenant, il faut refaire ces automatismes. En plus, les automatismes, ils sont très, très chronophages. Se passer du gel hydroalcoolique sur les mains dès que tu touches un truc, déjà, ça prend du temps, ça te bouffe les mains, parce que c'est de l'alcool. Et puis, au bout d'un moment, tu n'as plus de gel, donc tu es obligé de faire avec les coudes. On n'imagine pas. Et puis donc, il y a la troisième catégorie de livreurs, qui est la plus dangereuse, qui sont ceux qui bossent et qui s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont, comme beaucoup de jeunes, invulnérables, pense-t-il, et donc ça arrivera qu'aux autres, et de toute façon, c'est une maladie qui va toucher les vieux, et patati et patata. Et donc, on voit bien que ces gens-là, qui des fois sont filmés dans des vidéos de façon un petit peu comme ça, spontanée, on l'a vu hier dans une vidéo, qui était tourné pour un petit peu expliquer comment ça se passait, la restauration, les livreurs, le coronavirus. Des gens étaient filmés comme ça sur le vif et on les voyait choper des paquets, des repas, en fin de compte, avec leurs mains. Normalement. Sauf qu'il est là le danger. C'est que normalement, théoriquement, des règles de sanitaires ont été édictées, rédigées par le gouvernement, reproduites ensuite par les plateformes, où il est dit que le livreur ne doit surtout pas toucher le sac du repas. Il ouvre son sac à dos, le restaurateur met le repas dans le sac à dos, le livreur referme son sac à dos, il va chez le client, il ouvre son sac à dos, il recule, le client prend le repas. Comme ça, le livreur qui touche tout un tas de trucs toute la journée, des lumières, des digicodes, des interphones, des rampes, des boutons d'ascenseur, voilà, au moins il ne touche pas le sac du repas. Donc ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, on voit que tout un tas de livreurs prennent les sacs de repas tout simplement parce que le restaurateur pose le sac du repas sur un comptoir ou sur un guéridon à l'entrée du restaurant et le gars, il prend son repas, il le met dans son sac et il se barre à l'ancienne. Et c'est ça qui nous fait peur au niveau du collectif parce qu'on sait très bien qu'une majorité de coursiers, de livreurs, fonctionnent comme ça. Et c'est pour ça qu'on demande l'arrêt des plateformes. Et du coup, est-ce que peut-être vous pouvez nous présenter et nous expliquer un peu les mesures qui ont été mises en place par les plateformes dans le cadre du coronavirus? Parce qu'on a pour beaucoup reçu des mails, je pense notamment à Deliveroo ou Uber Eats, nous présentant toute la liste des mesures qui étaient mises en place, et notamment, vous l'avez cité, la livraison sans contact. Comment déjà ces mesures ont été prises par les livreurs? Peut-être que vous avez aussi des retours de clients, et globalement, qu'est-ce que, au CLAP, vous en pensez? Alors, ce qui est amusant, c'est que cette fameuse livraison sans contact, on n'a pas les livreurs les plus consciencieux, beaucoup de ceux qui sont au CLAP notamment, qui sont des gens qui sont là d'ordinaire depuis plus ou moins longtemps pour faire avancer leurs conditions de travail. Donc, c'est des gens qui sont quand même assez consciencieux, qui vivent de ce boulot, qui sont, on va dire, compétents et responsables. Ces gens-là n'ont pas attendu les directives du gouvernement. Pour déjà, quand on a commencé à parler d'épidémie, de pandémie, avant le confinement, déjà faisait ce qu'on appelait des gestes barrières. Et la livraison sans contact, où on doit ouvrir le sac et se retourner, au moins on ne le faisait pas, mais par contre on demandait aux clients de descendre au rez-de-chaussée pour éviter que le livreur aille rentrer dans l'immeuble, interphone, digicode, porte, ascenseur, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, on avait commencé à le mettre en place avant le confinement. Quand le confinement est arrivé, le gouvernement, pour justifier la continuité, la non-interruption des plateformes de livraison, ils ont fait en sorte de faire ce fameux, ce qu'on appelle guide des bonnes pratiques dont je parlais tout à l'heure, qui n'est juste qu'un sujet théorique, en fait, qu'un document théorique qui explique en effet comment le livreur doit bosser. Sauf que ce document théorique, comme je disais tout à l'heure, on sait qu'il n'est pas mis en place. Dans 80% des cas, il n'est pas utilisé déjà parce que le document n'est pas traduit. Et beaucoup de livreurs sont souvent des gens qui viennent de chez les réfugiés, qui sont des gens qui parlent pas forcément français, qui encore moins le lisent. Donc on voit bien que ce guide des bonnes pratiques, il était spontanément utilisé par des livreurs qui étaient déjà naturellement compétents et consciencieux, mais tous les gens qui ne le sont pas, ils vont pas l'utiliser, ce guide des bonnes pratiques. Donc les plateformes, elles ont donc déjà commencé à diffuser ce guide des bonnes pratiques, elles l'ont un petit peu rebrandé avec leur logo, tout ça, et puis elles ont mis en place ce qu'on appelle un fonds d'indemnité, un fonds de soutien pour les livreurs qui seraient atteints du Covid.
Alors là aussi, ça pose problème. Parce qu'on l'a vu chez Deliveroo, on travaille vachement sur Deliveroo parce qu'on a beaucoup plus de recul par rapport à cette société-là qui a beaucoup changé les règles du jeu en 3 à 4 ans. Et Uber Eats, bon, eux, ils changent pas les règles du jeu, mais les règles du jeu chez Uber Eats, elles étaient dégueulasses dès le départ. Donc c'est vrai que par rapport à ça, beaucoup de livreurs Uber Eats sont très très peu militants parce que quand on arrive chez Uber Eats, on sait que de toute façon, c'est presque comme si on était... il n'y a plus rien à perdre, de toute façon, on ne va pas se battre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de militants chez Uber Eats que chez Deliveroo. Donc, on a plus de recul sur Deliveroo. Et donc, des livreurs atteints du Covid se sont fait diagnostiquer et ont contacté Deliveroo parce qu'il y avait ce fameux fonds de soutien. Et donc là, on a découvert qu'en fin de compte, oui, en effet, il y avait un fonds de soutien, que si on était déclaré positif au Covid, on touchait 230 € sur 14 jours. Déjà, point de suspension, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et donc, pendant 14 jours, on touche 16 balles. La communication de Deliveroo, pour un petit peu éteindre la tempête, on touche rien, si on ne bosse pas, si on est malade, on ne touche rien. Pour éteindre la tempête, Deliveroo comme Uber Eats ont mis en place une communiqué de presse. Oui, rassurez-vous, tous les livreurs qui sont atteints de Covid sont déconnectés et sont indemnisés. Tous. Ça, c'est la communication officielle. La communication officieuse, c'est que quand tu es malade, quand tu es un livreur Deliveroo malade et que tu appelles la plateforme pour dire « je suis malade, est-ce que je peux avoir l'indemnisation ?» on te fait comprendre que tu y auras droit que si, au cours des 4 semaines précédentes, tu as gagné 135 € par semaine. Donc, d'un côté, tu as la communication officielle qui n'était pas tous les livreurs malades sont indemnisés. Pardon ? Donc au final, ce fonds-là ne s'applique pas du tout à tout le monde. Non, pas du tout. Et on l'a vu, puisqu'un livreur de Bordeaux a été diagnostiqué, il avait bossé, il a les 230 €. Et une livreuse de Strasbourg a été malade, elle avait moins bossé, elle a passé 35 € par semaine pendant 4 semaines, elle n'est pas indemnisée. Donc il va falloir qu'elle a gratté les aides de l'État et reprendre toute sa comptabilité. Et c'est pareil, tu vois, cet exercice de comptable, parce qu'on est des auto-entrepreneurs, parce qu'on doit tenir sa comptabilité, quand tu vois la facilité d'accès à ce métier-là, il y a tout un tas de gens qui sont des livreurs, sans aller jusqu'à chercher des gens qui ne parlent pas français, des réfugiés, des migrants, comme on dit. Il y a tout un tas de jeunes qui font ce métier-là. Pour eux, un bilan comptable ou un exercice comptable ou un tableur Excel ou une déclaration trimestrielle à l'URSSAF, ils savent même pas ce que c'est. Des fois, je reçois des questions sur Telegram, sur Messenger. Les gens me demandent ce que c'est que le statut d'auto-entrepreneur sur lequel ils doivent s'inscrire pour être livreur. Tu vois le niveau. Parce que tout a été fait pour faciliter. La communication des plateformes, c'est venez rouler, on s'occupe de tout, vous occupez de rien. Par contre, quand il y a une crise comme ça, là, il faut mettre le nez dans la paperasse et les gens ne sont pas prêts pour ça. Vous l'avez dit, des livreurs portent des masques, se lavent les mains au gel hydroalcoolique. Dans beaucoup de travail, c'est l'employeur essaye du moins de fournir ce genre de matériel. Dans le cas des livreurs, j'ai cru comprendre que la situation était plus ambiguë que ça sur qui fournissait le matériel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, par contre, ça assure. Je ne sais pas si de votre côté le son est bon, mais de mon côté, ça assure. Oui, alors les gels hydroalcooliques. On ne parle pas des masques, parce que les masques sont introuvables. Le gel hydroalcoolique, c'est déjà compliqué à trouver aussi, mais toujours dans une démarche de communication, les plateformes font avant tout de la communication. Elles font plus de communication que de livraison. Le but, c'est pas de livrer des plats, le but, c'est de livrer un modèle de travail antisocial. Voilà. Donc, toujours dans cet exercice de communication bon chic, bon genre, elles ont dit, oui, bon, on va mettre en place un système qui fait que les livreurs pourront se faire rembourser 25 € s'ils achètent des gants et du gel hydroalcoolique. Ok, ça, c'est la théorie. La théorie, déjà, la pratique, c'est qu'il faut déjà trouver tout ça et que quand on le trouve, il faut envoyer un bon, pour se faire rembourser. Mais avec 25 € de gel hydroalcoolique, on ne va pas loin. Quand je vous dis qu'il faut s'en mettre 40-50 fois par jour, le tube, il est vite fini. Et les gants, c'est pareil. Les gants, théoriquement, on doit les changer à chaque fois qu'on appuie sur un truc, quoi. Donc, c'est pareil. Je disais tout à l'heure, les problèmes pratiques de ce métier-là ne sont pas du tout faits pour être exercés dans une telle crise.
Et donc, on voit bien que la responsabilité des plateformes, pour le coup, elle est très, très minime par rapport à une responsabilité d'une entreprise. Je vais faire mes courses à Franprix en bas de chez moi, il y a des vitres qui ont été installées, les caissières ont des masques, elles ont des gants, les employés de mise en rayon, c'est pareil. On voit bien qu'il y a une vraie distance qui a été mise en place, mais surtout qui a été prise en charge par l'enseigne, Franprix ou Monoprix ou que sais-je. Parce que, pourquoi ? Et c'est là, justement, tout à l'heure, je parlais de l'ubérisation, c'est toute la perversité de l'ubérisation. C'est qu'une entreprise qui embauche des salariés, elle est responsable de ses salariés. À chaque fois qu'il y a un salarié qui a un accident, il y a l'inspection du travail qui peut débarquer, mais surtout la médecine du travail qui fait une enquête et qui se demande pourquoi le salarié a eu un accident. Et s'il est révélé que c'est parce que, en fin de compte, les conditions de sécurité n'étaient pas suffisamment mises en place, il y a une grosse ardoise pour la société, pour l'employeur, en fait. Les plateformes, c'est différent. Elles n'embauchent pas des salariés, elles font de la mise en relation, disent-elles, entre des indépendants et des clients. Donc, en fait, toute la responsabilité porte sur le livreur, de la même façon pour les chauffeurs Uber, en fait. Mais le livreur, encore une fois, est beaucoup plus exposé au danger, surtout en ce moment. Et donc, en fin de compte, tout l'artifice, toute la perversion de ces plateformes, c'est de dire, grosso modo, on leur rembourse 25 € sur le gel hydroalcoolique élégant, et on est bien content on est bien gentil de le faire parce qu'on n'est même pas obligé. En effet, elles n'ont aucune responsabilité. C'est tout le but de l'ubérisation, c'est de faire porter la responsabilité, non pas sur le donneur d'ordre, l'employeur, mais sur la personne, le prestataire qui fait la tâche en finale. C'est tout le jeu, en fin de compte, sur lequel déjà les plateformes peuvent s'exonérer des cotisations sociales parce que les gars ne sont pas salariés et en plus, elles ne sont pas responsables. Si demain, il y a un client ou 10 clients ou 100 clients qui ont chopé le coronavirus parce qu'ils ont été livrés par un livreur qui n'avait pas procédé aux gestes barrières, déjà, il faudra que les clients puissent prouver que c'est par rapport à une pizza ou par rapport à un tacos ou que sais-je. Et ensuite, si on arrive à le prouver, la plateforme dira « Ah ouais, mais c'est pas nous, c'est le livreur ». Alors que le livreur, il a la veste de Deliveroo ou Uber Eats, il a le sac Uber Eats et il a l'application Uber Eats et il a tout, en fin de compte. Tout ça participe de la déresponsabilisation des plateformes. Il y a une question. C'est justement là où j'ai l'impression qu'il y a Je voulais poser une question de quelqu'un qui regarde et qui pose la question, qui s'étonne en fait qu'un fonctionnement comme ça puisse être légal et qui demande s'il y a déjà eu des procès et si oui, y a-t-il déjà eu des victoires contre ces plateformes ? Alors oui, oui, vous m'auriez posé la question il y a 6 mois, j'aurais dit bof. Alors oui, comment ça se fait que c'est légal ? Comment ça se fait que c'est légal ? C'est parce que politiquement, pour l'instant, le législateur s'est pas trop intéressé au sujet. Le législateur, il a laissé faire. Alors, il faut remonter à l'origine de la création du régime d'auto-entrepreneuriat. Ça s'est créé en 2008 par Sarkozy et Fillon, des grands communistes travaillistes, comme on le connaît. Donc, on voyait bien que déjà, de donner la possibilité à n'importe qui de pouvoir faire n'importe quoi, juste suffisait de déclarer l'URSSAF que le reste du temps, quand on était salarié, par exemple, on faisait aussi des colliers de nouilles qu'on peignait soi-même et on les vendait sur Internet. Bon, et donc on dégageait du chiffre d'affaires et sur ce chiffre d'affaires-là, on payait des cotisations sociales. Parce que je rappelle que le régime de l'auto-entrepreneuriat, c'est pas un statut de travail. Statut de travail, il y en a 2, salarié, indépendant. C'est un régime fiscal. Sauf que les plateformes sont arrivées en 2011-2012 en France, notamment Uber, les chauffeurs Uber, et ensuite les plateformes de livraison. Elles se sont dit super, on ne va pas embaucher des salariés, on va recruter des auto-entrepreneurs. Comme il y a plein de gens au chômage qui n'ont que ça à faire, plein de gens vont s'inscrire sur ces plateformes-là pour aller en effet conduire des gens dans une bagnole ou transporter de la bouffe. C'est ce qui m'est arrivé en 2014. J'étais au chômage, je voulais être coursier, je n'arrivais pas à me faire embaucher dans une entreprise de coursier parce que les gens ne me connaissaient pas, je voulais être coursier salarié. Et donc finalement, j'ai découvert une plateforme qui s'appelait Toc 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 et je me suis inscrit auto-entrepreneur et j'ai été bosser chez eux. Et donc voilà, jusqu'à présent, le politique laissait faire.
même si depuis 2015-2016, on dénonce ça, je dénonce ça, puis ensuite on l'a fait à plusieurs, on dénonce le côté, ce qu'on disait tout à l'heure, salariat déguisé. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des procès. Il y a eu des procès en 2015, en 2016. Les procès, ils ont abouti, notamment l'un d'eux, en cour de cassation. Il a atterri en cour de cassation. Le type, en fin de compte, il a perdu en première instance au prud'homme. OK. Il est allé en cour d'appel. Le livreur, il a perdu aussi en cour d'appel. Il est allé en cour de cassation. En cour de cassation, il a gagné. Et comme la cour de cassation, c'est le boss final, on ne peut pas aller plus haut, sauf après aller à l'Europe, en Cour européenne de justice. Voilà. Donc, le livreur de Take It Easy a fait reconnaître que les livreurs de Take It Easy étaient des travailleurs subordonnés, donc salariés. Mais c'était en 2018. Des Take It Easy avaient déjà coulé depuis 2 ans. Ils ont coulé en 2016. Là, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'un livreur de Deliveroo, qui avait aussi attaqué Deliveroo en 2016, qui avait perdu, qui avait pas perdu en première instance, Deliveroo, il s'est fait Deliveroo, en fin de compte, les prud'hommes ont déclaré, sur la base de l'arrêt de la Cour de cassation du livreur Take It Easy, le juge des prud'hommes, les conseillers des prud'hommes ont déclaré qu'en effet, un livreur de Deliveroo qui bossait avec les méthodes de Deliveroo était un salarié déguisé. Donc, que Deliveroo, comme tous les livreurs fonctionnent de la même façon, ok, tous les livreurs de Deliveroo sont potentiellement, à l'origine, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, des salariés déguisés. Ça pose problème sur ce qui se passe en ce moment, parce qu'on voit que le politique, en ce moment, protège les plateformes. Surtout la politique de Macron. Déjà François Hollande n'avait rien fait contre, mais là, Macron, non seulement il fait rien contre, mais il fait tout pour, en fait. Le principe, la politique d'Emmanuel Macron, c'est une politique disruptive. Il est arrivé, il était ni droite ni gauche. Les plateformes, elles sont arrivées de la même façon, ni salariés ni indépendants. Donc on voit bien qu'il y a des corrélations, il y a presque une fraternité entre la politique de Macron et les startups. Quand on parle de Startup Nation, c'est pas juste un joli terme. Ça fonctionne de la même façon. On évince tous les gens et on passe au milieu entre deux. C'est en même temps salarié, en même temps indépendant, en même temps droite, en même temps gauche. Et donc, le but d'Emmanuel Macron, qui est un ultralibéral, c'est de promouvoir, de favoriser ces plateformes-là, quitte à ce que quand la Cour de cassation, au mois de février, déclare qu'un chauffeur Uber, la mère de l'ubérisation, la société Uber, déclare en France qu'un chauffeur Uber est un travailleur qui devrait être salarié, il y a tout le gouvernement qui se met en branle pour essayer, là pour le coup, de créer un troisième statut, un statut qui serait entre le salariat et l'indépendant. Et sauf que, évidemment, ce troisième statut, c'est un boulevard, non seulement pour les plateformes, mais pour le MEDEF, mais pour le CAC 40, qui va pouvoir déglinguer tous ses salariés et faire travailler des plateformes pour faire de la maçonnerie, pour faire de la peinture et que sais-je, de tout un tas de trucs. Les gens seront plus salariés, ils seront ce troisième statut qui n'a pas encore de nom. Donc voilà pourquoi, en fin de compte, c'est légal. C'est pas vraiment légal. Il s'agissait juste que des gens attaquent et gagnent leur procès. Okay. Et du coup, ça soulève un autre point qui est assez intéressant que vous avez dit là sur aussi les risques professionnels. Comme vous l'avez dit, il y a déjà au moins 2 livreurs qui ont eu le coronavirus, même sans savoir s'ils l'ont eu directement de leur lieu de travail ou non. On peut toujours, du moins, penser que les conditions de travail n'ont pas facilité le fait de ne pas être contaminé. Et on voit que ce dont doit sert aussi une forme de salariat protégé, c'est aussi d'avoir notamment un calcul des risques professionnels et une évaluation des risques potentiels. Est-ce que là, on peut aussi parler d'une invisibilisation du risque social encouru par les livreurs à travers quelque chose qui arrive déjà depuis assez longtemps, qui sont des accidents de la route, parce que ce sont des livreurs qui sont toute la journée en train de faire allers-retours, et comme vous l'avez dit, à qui on demande pas, mais on encourage d'être de plus en plus rapide. Est-ce que là, avec le coronavirus, en fait, ils font partie de cette masse de travailleurs qu'on appelle les travailleurs de l'ombre, en fait, qui sont les travailleurs les plus précaires, les plus sensibles, et comment est-ce qu'on peut espérer, en fait, qu'il y ait peut-être un sursaut sur les risques professionnels aussi encourus par ces livreurs
ou est-ce que vous pensez que ça va de nouveau passer un peu à la trappe? Est-ce qu'on peut au moins espérer ça? Alors, l'avantage que les livreurs ont, c'est que tu parlais des travailleurs de l'ombre. Avec le CLAP et avec les différents petits syndicats qu'il y a en France, on les a quand même pas mal sortis de l'ombre. Et souvent, les journalistes nous expliquent que quand ils font un papier sur les livreurs, ça buzz parce que les gens s'intéressent beaucoup à ce sujet-là. Donc, on les a sortis de l'ombre, on les a quand même vachement mis dans la lumière. En même temps, ils sont dans la rue toute la journée et j'ai presque envie de dire on voit que, parce que autant les voitures, on fait plus attention si c'est une voiture bleue, si c'est une voiture noire, mais les livreurs, voilà, ils sont à vélo ou ils sont à scooter, ils ont des sacs bien visibles, verts ou roses, enfin il n'y a plus de roses, c'était Foodora, ils ont disparu. Mais voilà, les sacs verts ou les sacs jaunes de Glovo, les sacs bleus de Stuart sont quand même vachement visibles, ou rouges pour Just Eat. Donc on les voit beaucoup. On a fait en sorte qu'ils sortent justement de la lumière parce que on s'est très vite aperçu au CLAP, au collectif, que c'était une guerre juridique, certes, qui allait durer très très longtemps. Les résultats qu'on a eus là au mois de janvier-février, que ce soit pour Deliveroo, que ce soit pour Uber, c'est des procès qu'on démarre en 2016. On est en 2020. Donc c'est vrai que si on s'était battu que sur le juridique, personne n'aurait jamais entendu parler de nous, et peut-être justement que le fait de ne pas savoir trop qui on était, les procès auraient tous été perdus parce qu'il n'y aurait pas eu justement cette visibilité. Tout ce qu'on a fait, c'est justement de sortir ces livreurs, de beaucoup produire d'arguments, d'articles, de reportages, de sujets, pour bien mettre en lumière qui étaient ces gens-là et comment ils étaient exploités. Je pense que c'est vachement ce qui a fait que toutes les cours maintenant, il n'y a plus aucune cour de justice qui va dire bah oui, en fin de compte, bah oui, le gars il est indépendant, c'est normal, il bosse quand il veut. On a bien vu d'ailleurs que bosser quand on voulait sur les plateformes, c'était même pas un critère de ce qu'on appelle un critère de non-subordination. C'était même pas, ça rentrait même pas en cause. Donc le but d'améliorer en fin de compte cette sociabilité, cette socialisation des livreurs, c'est de... Tu sais quoi, j'ai oublié la question. La question, c'est-à-dire, est-ce que là, avec les risques encourus par les livreurs dans le cas du coronavirus et aussi en fait la médiatisation qu'il y a autour des risques qu'ils encourent, eux et plus généralement ce que j'appelais les travailleurs de l'ombre, même si on a bien compris que cette notion était à nuancer pour les livreurs, ouais. Est-ce qu'on peut au moins espérer que mettre en lumière le fait que ces livreurs, bien qu'entrepreneurs, courent aussi des risques professionnels en tant qu'institution professionnelle, même si elle n'est pas reconnue comme telle. Oui, alors, oui, évidemment. Le travail aussi qu'on fait dans les médias, c'est aussi de faire remonter les gens qui ont des accidents graves. Je rappelle que complètement en dehors de la crise du coronavirus, en 2019, étrangement d'ailleurs en 2019, entre janvier et décembre 2019, il y a eu 3 morts. 3 morts en France. Franck Page en janvier à Bordeaux, Karim au mois de mai à Champs-sur-Marne et Youssef à Beauvais. Donc, au départ, ce qui devait être un petit travail cool, un job étudiant super fun, faire du vélo, les cheveux dans le vent, sans casque, parce que le casque n'est pas obligatoire en vélo, super, c'est transformé en métier potentiellement, enfin, en métier mortel. Plus mortel avec l'aspect péjoratif du truc, en mortel, vraiment. Donc, à partir du moment où on a des morts, en effet, il devrait se passer des choses au niveau de l'inspection du travail. Bon, heureusement, l'inspection du travail s'est penchée sur le sujet, notamment sur Deliveroo. Il y aura d'ailleurs, on a parlé de procès de livreurs, il y a l'inspection du travail et le parquet de Paris, là pour le coup, qui vont ouvrir un procès bientôt sur Deliveroo au pénal. Et là, c'est plus des prud'hommes, c'est l'État, c'est la justice en fait compte qui attaque une entreprise, notamment Deliveroo. On n'en parle pas beaucoup, on en a parlé en 2017 quand l'enquête a été finalisée. Maintenant, le temps de reprendre tous les éléments de l'enquête pour construire le réquisitoire, on va dire, en train de se mettre en place, et ça sera courant 2020. Donc, en effet, oui, il y a très très peu de chiffres parce que les plateformes cultivent une opacité, pour pas dire un obscurantisme, autour des chiffres, autour des statistiques. Depuis quelque temps, depuis 2 ans maintenant, les plateformes nous offrent, entre guillemets, une assurance. Et
ce qui est assez curieux, c'est que la première assurance que nous ont offert ces plateformes, notamment Deliveroo et puis Uber aussi, c'était une assurance AXA. Ok, une assurance AXA. Sauf qu'on s'est rendu compte, la première fois qu'un livreur Deliveroo a eu un accident, et j'en ai déjà parlé, mais j'en ai déjà souvent parlé, mais je préfère en reparler là. Il s'appelait Aziz. C'était 2 mois après le cadeau de cette assurance. Il tombe de vélo, il tombe sur son guidon, il s'éventre en fait avec son guidon, il se perfore l'estomac avec son guidon. Double perforation côlon-pancréas. Réanimation, soins intensifs. Deliveroo, il appelle, pas de nouvelles. AXA, il appelle, pas de nouvelles. Il appelle le CLAP. Je vais le voir à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Je demande à sa copine si on peut faire un tweet avec une photo de lui sur son lit médicalisé, un lit de réanimation, c'est pas juste un petit lit. Et donc on fait le tweet et on tweet juste si vous voulez connaître les détails de l'assurance, demandez à Aziz. Point de suspension. Et là le tweet part en l'air et au bout d'une 50aine de tweets, j'ai Aziz qui m'appelle et qui me dit tu sais quoi, Deliveroo vient de m'appeler. Et 2 heures après, et tu sais quoi, AXA viennent de m'appeler. Juste parce qu'on avait fait un tweet en les mentionnant dans le tweet, AXA et Deliveroo, et boum, ça a commencé à buzzer. Et là, ils se sont bougés. Et on a aperçu, finalement, que l'assurance que Deliveroo nous avait offerte, elle assurait, elle indemnisait la tête, les bras, les jambes. Le torse n'était pas pris en compte. Donc, en fin de compte, Aziz, il a passé plus d'un mois d'hosto, il a été plusieurs mois en convalescence, et puis il a jamais rien touché. Ses soins ont été pris en charge, normal. Il payait ses cotisations, l'URSSAF, la sécurité sociale ont pris des choses, mais aucune indemnisation pour plusieurs mois d'arrêt de travail. Donc là, en effet, ça pose un problème. Donc tout ça montre bien que à chaque fois qu'il y a un cadeau, quand c'est une assurance, quand c'est un bonus, à chaque fois, c'est un cadeau empoisonné parce que de toute façon, elles essayent de nous offrir le minima en termes de protection sociale, physique. Et donc, tout notre combat à nous, ça a été de dire on ne devrait pas être des travailleurs protégés à minima puisque ces plateformes-là ont construit un modèle qui nous fait prendre un maximum de risques. On est exposé à maxima au risque et on est protégé à minima. Il est là, c'est pour ça, en fin de compte, la médiatisation des livreurs à vélo, c'est parce que ça montre bien le cynisme de ces plateformes-là. Elles nous payent à aller le plus vite possible, nous incitent. Donc, évidemment, elles nous payent pour aller le plus vite possible, pour aller le plus loin possible, pour gagner de moins en moins. Et en même temps, elles nous protègent un minima. Et vraiment, elles nous protègent quand elles n'ont plus le choix, après 2 mois de bashing dans les médias parce qu'on a fait des manifs, parce qu'on a fait des slogans, parce qu'on a fait des rassemblements et qu'on a alerté toute la presse. C'est pour ça qu'on a un réseau média de plusieurs centaines de journalistes. Ça leur fait peur. Mais à chaque fois qu'elles lâchent un petit peu, on s'aperçoit que ça ressemble à rien en fait. Ça ressemble à rien. C'est comme les indemnités pour le coronavirus dont je parlais tout à l'heure. 16 € par jour. Ok. Et il y a aussi une dernière chose, une autre chose à laquelle me fait penser en fait, c'est ces livreurs qui continuent de travailler malgré toutes les règles qui sont mises en place de confinement, de choisir seulement les métiers prioritaires. Alors déjà, je trouve qu'il y a une espèce de double statut qu'ont ces livreurs, notamment en fait, et pour moi c'est un peu c'est symptomatique de la livraison sans contact, où à la fois on se rend compte de leur utilité et comme le disent Johanna Dagorn et Corinne Luxembourg dans un article qu'elles ont publié récemment qui s'appelle Coronavirus, le surgissement des travailleurs invisibles, on se rend compte que qu'elle ne cite pas forcément que les livreurs, mais qu'en fait tous ces métiers ont en fait une utilité sociale globale. On a souvent présenté les livreurs comme seulement des gens qui permettent à souvent des cadres moyenne supérieure de se faire livrer des repas chez eux, et là on se rend compte qu'il y a peut-être une utilité supplémentaire. Mais pour autant, ils sont présentés à la fois comme, j'ai envie de dire, sauveurs et comme pestiférés. Et je trouve que la livraison sans contact, c'est un peu ça, c'est à la fois on vient jusqu'à chez vous, mais en même temps, vous inquiétez pas, on sera toujours à 2 mètres, mais, et on vous touchera pas, et en même temps, on a peur que vous nous passiez l'infection, et en même temps, on va tout faire pour ne pas vous la transmettre.
Et je sais pas ce que vous en pensez, de cette un peu de dichotomie qu'il y a sur le profil qu'on leur donne en ce moment. Oui, bah, c'est la dichotomie, dichotomie macroniste en fait. C'est du en même temps. En même temps, on va vous permettre de sortir du chômage et d'avoir un travail, mais en même temps, on va pas vous protéger et on va accepter que vous travaillez à 3-4 euros de l'heure. Il faut se souvenir de cette phrase que beaucoup de gens souvent nous citent, enfin, et qu'on a appris par cœur. Enfin, je parle de tous les militants qui travaillent dans ce secteur-là. En 2017, Emmanuel Macron est en pleine campagne. Il n'est pas élu, c'est pas gagné. Fillon, je crois, il n'a pas encore eu son histoire, donc bon. Et Macron est chez Mediapart. Et une journaliste que je connais de là-bas lui pose la question. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'en effet, il y a un problème? Parce qu'on venait de découvrir à cette époque-là qu'un chauffeur Uber, dans sa grosse berline, touchait entre 3 et 4 euros de l'heure. Une fois qu'il avait déduit tous ses frais, toutes ses charges, toutes ses cotisations. Et donc ça, n'importe quel être humain politiquement construit, un socialiste, un mec de droite ou que sais-je, il aurait dit que oui, en effet, il y avait un problème parce que être payé 3-4 euros de l'heure en 2017 en France, voilà. Et là, il reste droit dans ses bottes et Emmanuel Macron dit oui, en effet. Il gagne 3-4 euros de l'heure, mais il rentre dans la dignité, il trouve un travail, il porte un costume. La dignité à 3-4 euros de l'heure en costume, là, à mon avis, il y a plein de gens qui ont bondi sur leur chaise, pas assez parce que finalement il a été élu, mais je veux dire, là, on aurait dû comprendre qu'il y avait un problème avec ce monsieur, un problème déjà politique, parce qu'aucune notion politique de ce que cette phrase pouvait comporter de cynisme, et presque un problème, j'ai envie de dire, psychiatrique, quoi. Tu peux pas, enfin, si tu peux, mais tu peux pas concevoir en France en 2017, enfin, en 21e siècle, qu'on puisse être payé 3-4 euros de l'heure, sauf si tu peux te dire qu'en effet, il y a entre 3 et 6 millions de chômeurs, de gens qui n'ont pas de travail, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas déclarés. Donc oui, il y a une espèce d'armée de réserve pour aller travailler sur ces plateformes-là. Et je le disais tout à l'heure, ces plateformes-là sont hyper protégées par le pouvoir. Et dans ce cas-là, et c'est aussi ce que vous avez, ce que vous portez depuis le 10 mars, en fait, c'est que les livreurs, vous dites les livreurs n'ont rien à faire dans la rue, ils devraient être confinés, mais ils continuent à cause de la pression financière. Et en fait, ce que vous soutenez, vous, au CLAP, c'est que les plateformes s'arrêtent le temps du confinement et que les livreurs puissent avoir des aides dans ces cas-là? Bah évidemment, je veux dire, quand on voit ce qu'on transporte, il y a la fameuse phrase de, quand on entend ce qu'on entend, quand on voit ce qu'on voit. Quand on voit ce qu'on transporte toute la journée, je veux dire, à la base, les plateformes de livraison de repas, c'est pas des entreprises de port de nourriture à des personnes âgées dans le besoin, les plateaux repas comme on voit dans certaines villes pour les seniors, comme on dit. Non, c'est de la bouffe de confort, c'est du taco, c'est du baguette, c'est du boboon, c'est du burger. Donc, c'est de la nourriture récréative, on va dire, de la nourriture de confort. Ça n'a rien de vital. Et en plus, maintenant, il y a un effet pervers avec le coronavirus, c'est que les plateformes, pour essayer de se racheter une conscience, se racheter une image par rapport à tous les procès qu'elles ont perdus ces derniers mois, se racheter une conscience auprès du gouvernement et de l'opinion publique et de la presse, elles ont offert les frais de livraison. Et donc maintenant, se faire commander une pizza, se faire livrer une pizza, ça coûte 0 en termes de livraison. On paye juste la pizza, le même prix qu'on l'aurait dans le magasin, dans le resto. Ce qui fait qu'il y a tout un tas de gens, vu que la livraison est gratuite, ils se font livrer des merdes en fait. Et tous les jours, il y a des livreurs qui m'envoient des screens où tantôt c'est un Kinder Bueno, un paquet de fraises Tagada, une canette de bière, une bouteille de Coca. Les gens se font livrer un truc. Et pour un truc livré, c'est une dizaine de zones de contact dans un immeuble où, comme je le disais tout à l'heure, des interphones, des digicodes, des portes, des rampes d'escalier. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, nous, au CLAP, déjà, on demande l'arrêt des plateformes pour qu'on puisse rester confinés chez nous. On ne fait rien de vital. Par contre, on fait du viral. Voilà. Je laisse les gens se faire une idée là-dessus. Mais surtout, on voudrait que ceux qui doivent continuer à travailler, que ceux qui ne peuvent pas ne pas travailler, aient au moins la possibilité de faire descendre le client. Et ça, même les plateformes
nous mettent la pression pour qu'on monte sur le palier, pour qu'on aille prendre les risques dans toutes les parties communes. Alors que il est là le cynisme en fait. Nous, depuis le début, on dit faites descendre les clients. Il va pas aller faire 50 mètres dans la rue, il va pas aller transporter, côtoyer des dizaines de personnes. Il a juste à descendre. Si il prend la responsabilité, le client, de se faire livrer des fraises tagada ou même une pizza, eh ben il prend les risques. Il va chez lui, il va se laver les mains une fois en sortant, il se lave les mains en rentrant, et voilà, il a son lavabo, il a son savon. Nous, on n'a pas ça, et donc il fait du gel hydroalcoolique toute la journée. Avec, en plus, on sait que c'est pas très bon pour la peau. Donc c'est quand même dégueulasse de se faire livrer de la bouffe de confort par un livreur et en plus de le faire monter dans les parties communes. Et elle est là l'abjection et presque la complicité des clients vis-à-vis des plateformes. Donc, si je comprends bien, c'est un appel à la fois à la responsabilité individuelle de, au mieux, arrêter de commander, au pire, d'arrêter de commander des produits inutiles, et à la fois un appel à la responsabilité politique et de l'État d'encourager ces plateformes à fermer. C'est ça. Et éviter de le faire une fois qu'il y aura eu des morts, quoi, parce que je sais pas où on en est au niveau de l'ascension de la contagion, mais c'est pas quand les gars tomberont dans la rue comme des mouches qu'il faudra s'y prendre, quoi, parce que ce sera déjà trop tard. Ok, d'accord. Benoît, on a des questions en ligne auxquelles on peut répondre? On n'a pas de nouvelles questions. Ok. Est-ce que, Jérôme, tu as d'autres points que tu aimerais présenter? Écoute, puisque la vidéo sera diffusée et sera visible en streaming, lancer un appel aux livreurs, en fait, à tous les livreurs qui sont, je sais que Twitch est regardé par beaucoup de gens de cette génération-là, auxquels j'appartiens pas, mais bon, faire en sorte que tous les livreurs, où qu'ils soient en ville, en France, aient l'idée de se réunir sur des groupes Telegram, sur des messageries WhatsApp. Je conseille Telegram, c'est plus simple pour voilà, s'organiser, pour prendre contact, pour réfléchir en fin de compte. Il y a beaucoup de gens là en ce moment qui sont confinés chez eux et donc j'ai beaucoup de conversations avec tout un tas de gens. C'est extraordinaire le niveau de réflexion qu'il y a chez des gens dont justement les plateformes, les politiques et tout un tas de gens pensaient qu'ils réfléchiraient pas, qu'ils travailleraient bêtement. Et ben là que les gens sont confinés, réfléchissent, je vous promets que ça produit une réflexion hyper pertinente et souvent très simple, mais en même temps efficace. Donc, n'hésitez pas, les livreurs partout, à vous organiser, à faire des groupes Telegram et à regarder sur Facebook ce qui se passe parce que le CLAP est sur Facebook. Il y a tout un tas de groupes pour avoir des informations. Et Dieu sait qu'en ce moment, on a besoin de plein d'informations, ne serait-ce que pour obtenir les aides de l'État qui nous sont accessibles en partie parce que là, justement, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a un nouveau décret qui est sorti. Donc voilà, on est en train de le décortiquer, de le dépouiller. On fait ce travail justement de ce syndicat qui est de simplifier les procédures pour que tout le monde puisse y avoir accès, tout le monde puisse les comprendre. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Facebook. Le CLAP a une page Facebook. On a un compte Twitter aussi pour tout ce qui est actualité et information. Et diffusion et lancement d'alerte. Donc voilà, compte Twitter, page Facebook, et puis en province, à Bordeaux, à Dijon, à Nantes, à Strasbourg, à Lyon, il y a aussi des syndicats de la CGT. Écoutez, si vous avez pas de problème avec la CGT, essayez d'aller les voir, contactez-les. Ils ont aussi, vous tapez CGT, livreur, Bordeaux, Nantes, Lyon, sur Google, ça va vite se trouver. Voilà, il y a des petits syndicats qui existent et qui font aussi pas mal de boulot. Notre tradition. Okay. Et pour conclure aussi. Excuse-moi, je t'en prie, Edgar. Ah, pardon. Peut-être juste un mot de conclusion et après j'arrête. Ce qu'on peut voir aussi, donc ce que les questions que soulève notamment en fait le travail des livreurs et des livreurs dans le cas du confinement, c'est aussi la question de qui a le droit au confinement et qui n'y a pas le droit. On voit qu'avec le confinement, on a une distanciation physique des gens. Certains vont rester chez eux. Quand on va dehors, on est toujours à 1 mètre les uns des autres. Mais pour autant, on a une distanciation sociale qui se renforce aussi, avec des classes supérieures qui ont les moyens en fait de faire du télétravail, de rester chez eux. Comme je l'ai dit précédemment, et comme c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai juste porté des propos d'autres auteurs, il y a
toutes ces classes, on va dire, laborieuses et auxquelles je pense qu'on peut dire que les livreurs font partie, qui sont obligés de continuer à aller dans la rue et en fait qui vont être au contact d'autres personnes qui vont continuer elles-mêmes à aller au contact des gens. Et ça, c'est aussi un des éléments que le confinement met en avant. Et avec, on l'a vu aussi, la notion de risque et de risque professionnel, et notamment tous les risques encourus par les livreurs, on l'a vu, pour avoir un salaire décent, pour continuer à travailler, le risque d'arrêter, le risque de continuer. Et donc voilà, j'espère que ça permettra aussi de porter des réflexions chez les personnes soit qui commandent sur ces plateformes, soit sans y commander, qui se posent la question de savoir s'il faut penser en bien ou en mal de ces plateformes-là. Benoît, je te laisse le mot de la fin. La tradition en fait dans l'émission, c'est de demander à l'invité, comme on termine toujours vers 20h, ce que vous pensez des applaudissements qui sont faits pour les soignants à 20h et ce que vous aimeriez faire, dire ou crier à cette occasion de différents. Alors, les applaudissements, je les entends de ma fenêtre tous les soirs. J'aimerais bien que tous les gens qui applaudissent, les soignants, se retrouvent dans la rue à la sortie du confinement pour aller manifester et pas juste applaudir à son balcon et ensuite refermer sa fenêtre et se remettre sur la télé. J'aimerais bien que les gens descendent dans la rue à la sortie du confinement pour aller défiler derrière tous les personnels soignants, derrière toutes les infirmières, derrière toutes les aides-soignantes, derrière tous les médecins, parce que si on en est là, c'est pas à cause du virus. Si on en est là, c'est à cause de la casse de l'hôpital. S'il y a cette panique, c'est à cause de la casse de l'hôpital. Je connais peu de personnel soignant, mais je sais ce qu'ils font. J'ai déjà eu des accidents, j'ai déjà eu affaire à eux. Quand on voit les conditions dans lesquelles ils travaillent, je veux dire, les personnels soignants ne sont pas des héros parce qu'ils sauvent des gens. C'est des héros parce qu'ils le font dans les conditions dans lesquelles on les a mis en détruisant leur outil qu'est l'hôpital. Donc, si tous les gens qui applaudissent descendent dans la rue à la sortie du confinement, et là, il va y avoir 5 millions de personnes dans la rue. Et là, je vous promets que ça ne va pas être les gilets jaunes, ça va être autre chose au niveau politique. Il va falloir que ça bouge là-haut, comme on dit, au château. Parce que si tous les gens qui applaudissent descendent dans la rue, là, en effet, on peut changer le truc. On peut changer, pourquoi pas, on peut changer le monde du travail au moins. Merci beaucoup Jérôme pour ta participation. Merci beaucoup Edgar. Il y a un nouvel épisode demain sur une thématique qu'on n'a pas encore abordée, qui sera celle de la situation des prisonniers au Maroc, pour voir un petit peu comment ça se passe dans des lieux d'enfermement et comment ça se passe un peu ailleurs qu'en France. On espère que vous serez nombreux aussi à nous suivre demain. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à vous deux. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub.
Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub.